J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire ? Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Bilal, bienvenue dans Alors c'est quoi ton histoire ? Et là il va être question effectivement de ton histoire, de ton parcours et pas seulement. Ouais, salut Durcia, merci beaucoup pour cette discussion. Je pense qu'on va parler de pas mal de choses et j'ai hâte de discuter de tout ça et que tu en apprennes plus et que moi aussi j'en apprenne plus sur... Let's go. Et on commence toujours par un clap, on peut le faire ensemble. Vas-y. 1, 2, 3. Ouais, pas mal. Attends, je peux taper plus fort. Là. Vas-y, on la refait. 2, 3. Ah, encore. 1, 2, 3. On est pas mal. C'est parti. Ton prénom ? Bilal. Ton âge ? 28 ans. 28 ouais, ans. Bientôt 29. On me dit Bientôt. Souvent, t'as bientôt 29 ans. Du coup, tu vois, j'ai 28 ans. 28 ans. Et ton métier aujourd'hui ? Entrepreneur, ancien consultant, Ok. mais sinon entrepreneur. D'accord. Et t'entreprends quoi là ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais alors ? Ouais, en gros, j'ai un studio qui développe des applications mobiles D'accord. et qui apprend aussi maintenant aux gens à le faire. Et je pense que là, tu veux apporter quelque chose à la société, à la population, mais avant même de comprendre ce que la personne veut apporter, je pense qu'il est important de comprendre d'où elle vient pour mieux comprendre encore ce que cette personne veut apporter au monde, à la population. Et donc... On est là pour ça. Exactement. C'est parti. Et donc pour ça, on va remonter un petit peu en arrière et on va se demander qui était le petit Bilal. Le petit Bilal. C'est un petit garçon qui fonce, mais qui a toujours un plan en tête et qui sait s'adapter. Pour te dire, j'ai pas énormément de souvenirs, mais c'est mes parents qui m'ont raconté pas mal d'anecdotes. Mais tu vois, par exemple, en maternelle, quand j'étais rentré une fois le soir à la maison, ils avaient trouvé un papier, un dessin que j'avais fait. Et il m'avait expliqué, il m'avait demandé, mais qu'est-ce que c'était ce bout de papier ? Et en fait, c'était un plan. Et c'était un plan d'attaque. Wow. Un plan d'attaque, parce que si tu veux, pendant la récré, il y avait les plus grands qui venaient nous tabasser. Et donc moi, j'avais fait un plan d'attaque pour un peu les contre-attaquer. Et ça avait fait rire mes parents parce que je leur avais expliqué. Moi, je m'étais mis un peu derrière, tu vois. Et j'avais mis les plus forts devant. Donc, un gros sens de la justice, mais aussi une stratégie pour essayer de trouver des solutions à chaque fois aux problèmes qu'il y avait. Et fonceur. Ouais. En mode prison break, quoi. Ouais, le gars. Il fait son plan. Moi, je l'avais pas tatoué, tu vois. Ouais. Je l'avais pas tatoué, j'aurais pu, mais... Michael Scofield. C'est ça. À fond. Et cette fibre entrepreneuriale, finalement, parce qu'aujourd'hui, tu fais de l'entrepreneuriat, est-ce que tu sais d'où ça vient ? En vrai, j'ai pas le truc de dire j'ai toujours voulu être entrepreneur ou autre. Mais tu vois, j'aimais bien faire des stratégies, des plans, essayer de tester si ça va marcher ou pas. Ouais. J'avais moins ce côté où je voulais créer quelque chose, mais je savais que je voulais être à la tête de quelque chose, tu vois. Donc ça aurait pu être une entreprise qui ne m'appartenait pas, mais je voulais prendre les décisions et je voulais être libre là-dessus. Donc globalement ça vient surtout de ça et c'est pour ça que longtemps en fait tu vois j'étais un entrepreneur dans ma tête parce que j'étais un entrepreneur sans idée. J'avais pas d'idée mais je savais que je voulais
même pendant mes études, j'avais des mémoires à faire. Je les faisais toujours sur l'entrepreneuriat, alors que ça n'avait pas forcément de rapport avec mes études, ou en tout cas de loin. J'essayais de faire un lien tout le temps. Donc, tu vois, je vendais pas des trucs quand j'étais jeune ou autre, pas du tout. Mais j'avais cette volonté vraiment de structurer, donner une direction, etc. Donc, un entrepreneur sans idée. Ouais. Et justement, là, vu que tu en parles, effectivement, tu as ceux qui vont avoir les idées et tu as ceux qui vont se lancer tout en ayant des idées. Ouais. Et tu as ceux qui ont les idées et qui ne se lancent jamais. Qu'est-ce qui a fait pour toi que tu te lances ? Ouais, carrément. Et tu as ceux qui ont une idée et qui se lancent sans plan. Quoi, sans plan, ouais. Et je trouve que c'est essentiel. À un moment de lâcher prise et de se dire j'y vais. Et ça, je pense que j'aurais pas été capable de le faire tout seul. Ouais. Parce que aujourd'hui, dans l'entreprise, on l'a créé à 3. Donc avec Mehdi, qui est mon frère, et Nicolas, qui est vraiment un très bon ami. Et eux qui sont vraiment hyper complémentaires avec moi sur ce plan-là et qui se lancent vraiment sans trop se poser de questions. Et donc, c'est cool de pouvoir créer un peu cette alchimie pour avoir à la fois l'exécution, mais aussi le fait d'aller très vite, mais on sait dans quelle direction, tu vois. Ça permet d'accélérer plus sereinement. Parce qu'on peut aller très vite dans le mur. Ouais, totalement. Ce qui compte, c'est d'aller très vite avec un cap. Donc, c'est... Et dans cette aventure, à un moment donné, tu t'es pas dit justement que tu allais droit dans le mur face à quelque chose, face à un défi, face à une décision à prendre? Ouais, je l'ai déjà eu. Même, je pense que par rapport à ce que je t'ai dit, moi, je suis un peu le profil qui fait la strat, tu vois. Donc, j'imagine toujours l'échec, en fait. Je me dis toujours, qu'est-ce qui fait que ça va pas marcher? Comment on peut faire? Là, on n'est pas encore là où on veut être, on accélère, on pourrait essayer ça. Donc, mon rôle, c'est un peu de dérisquer l'entrepreneuriat, c'est hyper risqué, mais de dérisquer ça, tu vois. Donc, j'imagine toujours l'échec et me dire que ça va pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut être complémentaire. Et les deux autres sont plutôt optimistes. Donc, ça fait le bon mélange pour se dire... on va y arriver, mais sans se faire trop d'illusions, tu vois. Parce que parfois, tu te dis, je vais y arriver, tu as l'impression d'avoir réussi tellement que tu veux t'en convaincre. Et non, il faut avoir un bon mélange des deux, les pieds sur terre et la tête qui est aussi en train de rêver, tu vois. Et c'est vrai que là, tu dis que vous vous êtes associés, tu t'es associé avec plusieurs personnes, 2 personnes notamment, ton frère et un très bon ami à toi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et qu'à un moment donné, tu vois, que parfois vous faites des illusions, il ne faut pas trop se faire d'illusions, tu as dit, effectivement, est-ce qu'au moment où tu voulais te lancer, au moment où vous vous êtes lancé, parce que sur les réseaux sociaux, tu vois des entrepreneurs, des vidéos qui passent, des discussions, des machins. Autrement dit, quand tu vois des vidéos d'entrepreneurs qui passent, est-ce qu'à un moment donné, il y a des illusions qui sont vendues par les entrepreneurs sur les réseaux sociaux? Le vrai problème dans l'illusion, c'est quand toi-même, tu es dedans. Parce que forcément, un entrepreneur, il essaye de vendre une vision. Donc parfois, parler de choses qu'ils n'ont pas encore accomplies ou qu'ils veulent accomplir, le plus important, c'est est-ce qu'eux-mêmes y croient et sont un peu dans... Après, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus vendre tout et n'importe quoi. Il faut quand même tenir ses engagements, sa crédibilité, c'est hyper important sur le long terme. Si tu es en train de promettre à tout le monde de devenir super riche, indépendant, etc., mais que tu ne tiens pas ta promesse, c'est ta crédibilité derrière qui en pâtit. Tu peux très bien t'en sortir, mais après, est-ce que c'est aligné avec ce que tu veux faire? Et tu sais que tu te fermes des portes en ayant ce genre de discours. Il y a des partenaires que tu ne pourras jamais avoir. Donc le plus important, c'est est-ce que toi-même tu es vraiment dans cette illusion aussi, ou est-ce que c'est juste le discours que tu veux faire entendre aux personnes? Et est-ce qu'à un moment donné tu as eu peur, t'as pris conscience de cette illusion tout de suite, toi, que sur les réseaux, y a des idées qui passent, il y a des prises de parole qui sont faites et c'est du vent. Ce qu'on nous vend, parfois, c'est du vent. Est-ce que toi, tu as eu la réalisation de tout ça, la prise de conscience de tout ça? Ouais, carrément. Surtout
ce que tu peux voir sur LinkedIn ou sur Insta. Ouais. Mais tu vois, je me souviens, sur LinkedIn, je voyais un entrepreneur qui disait qu'il faisait 100 000 euros par mois. Ouais. Qu'il faisait 100 000 euros par mois. Et à un moment, je l'ai croisé dans un événement. Et vraiment, moi, je discutais parce que j'aime bien comprendre comment il a fait, c'est quoi la stratégie derrière, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce que je pourrais appliquer pour moi ou autre. Et en fait, j'ai compris que il générait 100 000 euros, mais lui touchait une commission d'1%. Donc en fait, il faisait 1 000 euros par mois. Ouais. Il ne faisait pas 100 000 euros par mois. Tu vois la différence? Ouais. Et en fait, c'est beaucoup ça que tu déconstruis quand toi, tu te lances. Tu vois les chiffres. Tu sais que tu prends 2 personnes qui peuvent faire 1 million de chiffre d'affaires, mais elles n'ont pas du tout la même réalité. Ouais. Peut-être parce qu'il y en a un qui a des charges énormes et l'autre qui maîtrise un peu mieux ses coûts, ses marges, etc. Ouais. Donc, ce truc, tu t'en rends compte quand tu le fais, que toi, tu as les chiffres, que tu vois combien ça coûte de faire une pub, tu vois combien ça coûte d'embaucher quelqu'un. Ouais. Et cette réalité-là, tu peux l'avoir surtout quand tu le fais, tu te lances et que tu as les chiffres en face de toi. Ouais. C'est vrai que ça me rappelle un événement que j'ai fait avec un autre entrepreneur, qui avait un discours. Je ne sais pas si après, elle a oublié que j'étais en présence de ce discours qu'il avait fait, mais il a fait un discours en disant, voilà, moi, je génère 10 000 euros par mois, c'est comme ça, l'app, elle fonctionne comme ça, etc. Et quelques mois plus tard, je le rencontre à un autre événement. Et cette fois-ci, c'est avec moi qu'il parle directement. Okay. Et j'apprends que finalement, l'app qui générait, soi-disant, 10 000 euros par mois n'était pas du tout monétisée. Tu vois le truc ? Et donc, effectivement, faut pas forcément toujours croire tout ce qui est dit et faire attention à garder peut-être un esprit critique qui permet en fait de pas aussi se comparer trop à tout le monde, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. C'est hyper toxique. Après, c'est normal, c'est beaucoup plus vendeur de vendre la réussite que de vendre l'échec. Tu vois. On a, tu vois, souvent les discours de j'aurais jamais réussi si j'avais j'étais pas passé par tous ces échecs-là. Ouais. Personne veut les entendre, les échecs. On se concentre vraiment sur la réussite. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, je peux comprendre. Maintenant, je trouve que c'est un peu dommage, surtout de survendre l'entrepreneuriat. Ouais. Tu vois, des jeunes qui, derrière, vont aller se faire des illusions, vont peut-être arrêter leurs études ou autre. Il y en a pour qui ça va marcher, et c'est très bien. Mais plus de transparence, ça serait mieux. Parce que oui, tu peux réussir sans faire d'études, oui, bien sûr. Mais il faut expliquer. Il faut donner les stats. Ouais. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai réussi, mais j'avais pas fait d'études, mais mes parents, ils ont mis 200 000 euros dans la boîte. Tu vois. Ouais. C'est quoi ta réalité vraiment, en fait ? Chaque histoire est hyper différente. Et sur les réseaux, chacun raconte ce qu'il veut, en fait. Donc, c'est toujours mieux de vraiment aller à la rencontre et comprendre un peu ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi, comment, c'était quoi les armes que tu avais, comment tu t'es battu. Et je pense qu'on y gagnerait tous, en fait, à aller chercher en profondeur, mais ce n'est pas ce à quoi nous encouragent les réseaux. Malheureusement. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y aurait une idée, une croyance sur l'entrepreneuriat, sur l'environnement business qui existe, que tu aimerais justement démonter ? Je pense qu'il y en a peut-être 2. La première, c'est l'entrepreneuriat, ça te rend libre. Ouais. Et la deuxième, c'est l'entrepreneuriat, c'est les startups. Ouais. Donc, la première, l'entrepreneuriat, ça te rend libre. Alors, pas complètement. Tu as quand même des gens derrière toi. Tu vas avoir une équipe. Tu peux avoir des investisseurs, des partenaires, des clients, des rendez-vous. Donc, c'est pas je pars en vacances quand je veux, etc. C'est vrai que c'est plus flexible, mais c'est pas non plus la liberté de je peux aller vivre où je veux, quand je veux. Bon, après, ça dépend de ton business, tu vois. Mais en théorie, tu as quand même souvent des personnes ou des attentes. Et l'entrepreneuriat, c'est les startups, pas pareil, c'est complètement faux. Tu as plein d'indépendants, tu as plein de types d'entrepreneuriat, de formes d'entrepreneuriat qui sont sous-valorisées. Et l'entrepreneuriat, en réalité, c'est très simple. Hein.
prends de l'argent, du travail, je les mets ensemble et j'essaye d'en faire plus et de faire grandir. Et donc ça, c'est pratiquement tout le monde. Ouais. J'abuse, mais il y a plein de formes d'entrepreneuriat. Tu vois, tout ce qui est freelance, les freelances, c'est des entrepreneurs. Ouais, on essaye souvent d'opposer les deux, etc. Non, c'est de l'entrepreneuriat à partir du moment où tu vas créer ta structure et que tu essayes de la faire grandir. Et en ce sens, en général, quand tu es entrepreneur, tu travailles pour toi, certes, mais du coup, peut-être que tu t'en demandes plus que si tu travaillais pour quelqu'un d'autre. Si tu travailles dans une boîte, par exemple, tu fais du 9h, 17h ou du 8h, tu vois. Mais quand tu es entrepreneur, peut-être que c'est différent. Il y a une approche différente. Tu penses limite à ton travail quasiment tout le temps parce que c'est pour toi que tu travailles et donc tu as des attentes particulières envers toi-même. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens ? Alors, j'ai travaillé en entreprise avant de me lancer. Ouais. Je la vois, la différence. Par contre, même quand j'étais en entreprise, je travaillais pour moi dans le sens où je me demandais toujours quelles compétences je suis en train de développer, en quoi elles vont me servir après, même créer des connexions, essayer de voir certains autres métiers, comment ils peuvent fonctionner. Donc, je m'intéressais beaucoup, même aux chiffres qu'il y avait derrière les différents business dans des entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler. Donc, j'avais l'impression quand même de travailler pour moi, mes compétences et me former. Maintenant, ce que tu as dit sur le confort mental, entre guillemets, tu vois, c'est vrai que tu y penses quasiment tout le temps. C'est hyper dur d'avoir ces moments-là où... Mais au début, surtout au début, je trouvais ça trop bien, tu vois. De ne pas avoir de week-end, tu vois, tu es un peu dans une mentale où tu te dis je suis un entrepreneur, je travaille tout le temps, etc. Mais en réalité, c'est pas ça qui m'a fait le plus avancer. Et même en réalité, c'est ce qui te fait le plus culpabiliser et ce qui fait que tu y penses tout le temps, c'est parce que tu fais tout le temps ça. Mais essayer de se discipliner, avoir des passions, à faire du sport ou peu importe, je pense que ça aide aussi à avoir l'esprit plus clair et à rester sur la durée. Parce que c'est ça la vraie complexité, c'est est-ce que tu es encore là dans 5, 10, 15, 20 ans, tu vois. Et qu'est-ce que tu cherchais là-dedans, toi, dans l'entrepreneuriat ? Comme je t'ai dit, le petit Bilal, le gros sens de la justice. Ouais. Et donc moi, j'essayais de fuir une forme d'injustice que je trouvais qu'il pouvait y avoir dans les entreprises. Tu vois, des personnes qui... passent vraiment toute leur vie au travail, qui se donnent corps et âme pour une entreprise et qui ne sont pas toujours remerciés de la bonne manière. Et surtout le moment où ils vont quitter l'entreprise, où ils vont partir, du jour au lendemain, tu vois, on les remplace et on a tout oublié. De la même manière, tous les efforts que tu vas faire, tu peux négocier des contrats énormes, tu en récolteras une infime partie. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est que tu récoltes vraiment le fruit de ton travail. Mais le fruit en entier, tu vois, pas juste le morceau de pomme. Tu as vraiment la pomme. Et après, toi, tu en fais ce que tu veux. La pomme, tu la distribues comme bon te semble, de la manière la plus juste. Et puis, tu gardes les pépins et tu les replantes pour faire grandir et avoir encore plus de pommes. Et je trouvais ça dommage de vraiment travailler, creuser pour qu'on te passe un quart de la pomme. Je trouvais que ça n'avait pas trop de sens. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant que tu es à la tête d'une entreprise, quel type de chef tu es et quel type de chef tu veux être ? Waouh ! En réalité, là, tu vois, je ne suis pas non plus à la tête d'un empire. Donc en réalité... Mais tu es amené à travailler avec des gens qui travaillent pour toi, que ce soit des prestataires en freelance ou des agences, etc. Ce sont des gens qui travaillent pour toi. Moi, je les considère vraiment comme des partenaires, tu vois. Ils sont... À partir du moment où on décide de travailler avec quelqu'un, c'est pour qu'ensemble, on arrive à faire grandir le bateau. Et, par exemple, on va travailler une personne qu'on va vouloir
embauchée, on va travailler avec elle. Le but, c'est qu'ensemble, on fasse grandir l'entreprise, qu'elle soit encore mieux rémunérée. Pourquoi pas prendre des parts plus tard? Si on travaille avec un prestataire, ça va peut-être être sur un petit contrat. Mais demain, l'entreprise grandit, on aura encore plus besoin de lui. Donc, il aura un plus gros contrat avec nous. En fait, c'est réussir à embarquer tout le monde pour que ce soit un jeu à somme positive et que tout le monde ait envie en fait, de faire grandir l'entreprise parce qu'on sait qu'à un moment, les pommes, elles tomberont pour tout le monde, tu vois. Donc, j'essaye d'impliquer tout le monde dans le fait de cultiver le jardin. Quoi. Ouais. Et c'est beaucoup un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe a commencé avec l'association de tes 2 autres partenaires. Comment ça se passe tout ça? Comment ça se passe où tu sautes le pas et tu te dis, avec toi, je veux m'associer. Avec toi aussi, je veux m'associer. On va faire un truc. Comment ça se passe? S'associer, pour moi, comme je t'ai dit, c'était un peu évident dans le sens où je ne pense pas que je me serais lancé seul, même si j'avais vraiment... c'est une grosse question, ça. C'est possible que je me serais lancé seul, mais peut-être plus tard. Mais j'avais besoin à un moment de personnes qui partageaient mes valeurs et qui me disaient « let's go, c'est maintenant ». Et ensuite, à partir de là, ça s'est vraiment fait naturellement. Si tu veux, je me suis... je suis associé avec Mehdi, comme je disais, qui est mon grand frère, et Nicolas, qui est vraiment un très bon ami. Et en fait, on a toujours eu cette volonté de se tirer vers le haut entre nous. Par exemple, tu vois, pendant le Covid, il y avait un moment où on pouvait un peu sortir, etc. Et on faisait nos séances de sport ensemble. Tu vois, on les faisait à 3. On avait vraiment cette volonté de créer une bonne dynamique entre nous, quel que soit le projet, en fait. Donc, je me disais, avec ces 2 gars, quel que soit le projet, je peux le faire. Je sens qu'on est hyper complémentaires, qu'on a les mêmes valeurs. Je sens que ça va le faire. Et peu importe c'est quoi, je sens que ça va le faire. Donc, limite, on aurait pu avoir n'importe quelle idée. Je me serais lancé avec eux. On dit souvent que quand tu t'associes avec des gens, c'est comme si c'était un mariage avec eux. Donc, comment ça se passe les relations? Parce que là, c'est aussi une entreprise, finalement. Tu as la famille dedans, tu as aussi les amis dedans. Comment tu gères tout ça? Déjà, tu as souvent ce truc de dire pas de business dans la famille. On fait pas de business ou avec les amis. Et en fait, moi, j'arriverais pas à... En fait, j'ai besoin de faire confiance, vraiment, à 100%, tu vois, pour m'associer. Donc, je vois pas ne pas le faire avec de la famille ou des amis. Maintenant, comment on gère ça? Nous, on met ce sujet sur la table. Donc, en fait, on avait un moment, on le sentait, on avait des points, on parlait juste du mood. On parlait juste de nos objectifs perso. Parce que, certes, tu vois, entrepreneuriat, c'est difficile de distinguer vie pro, vie perso. En vrai, c'est imbriqué. Mais tu as quand même besoin... dans le pro, de parler du perso. Parce que le pro est au service du perso. Et si toi, tu es bien dans ton perso, ça va vraiment se refléter sur le pro. Donc, c'est un sujet hyper important. Donc, pourquoi ne pas en parler? Il faut en parler. On avait besoin de savoir chacun dans quel mood il est, de quoi il va avoir besoin, c'est quoi ses attentes, quel mode de vie il va avoir. Donc, on a posé ces sujets-là et on les pose tout le temps. Parce que c'est essentiel en fait. Et puis c'est même une manière de prendre soin de nous, prendre soin de la relation, prendre soin de l'entreprise. Et donc on met pas ça sous la table, on en parle frontalement. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Maintenant que vous créez cette équipe-là, l'équipe, elle se constitue comment? Comment ça se passe les rôles entre vous? Est-ce que y a de la place pour tout le monde? En fait, si tu veux, nous, on a commencé, on a fait notre application mobile. Donc, une app, tu as besoin de quoi globalement? Tu as besoin de quelqu'un qui s'occupe du produit, donc le design, s'assurer qu'elle soit jolie, qu'elle parle aux gens, que ce soit intuitif. Tu as besoin d'une personne qui code, donc qui développe, et tu as besoin d'une personne qui fait connaître l'app. Voilà. Tu as besoin de ces 3 trucs-là. C'est vraiment les 3 compétences essentielles. Ça tombe bien, on est 3. Et ça tombe bien, on avait tous une appétence pour un des 3. Donc en fait, on était vraiment chacun
j'ai envie de te dire, complètement autonome sur notre chantier. On s'alignait sur la stratégie. On le faisait à 3, bien sûr. Ouais. Pourquoi ? Pour s'assurer qu'il n'y en ait pas qu'un qui porte la responsabilité s'il y a un échec. C'est vraiment, voilà, on va dans cette direction, on va faire ça, voilà comment on va le faire. Let's go. Okay. Et ensuite, nous, tu vois, on a 0 réunion. On a 0 réunion, genre la réunion de la semaine ou mensuelle. On n'a pas du tout ça. On a juste, chacun, on sait ce qu'on doit faire. Quand on est bloqué, quand on a besoin des autres, on discute sur WhatsApp. Et quand il y a des grands changements, on se fait la big réunion du semestre ou du trimestre où on discute de comment on s'ajuste. Mais globalement, c'est ça. Il n'y a pas de points obligatoires. Non, c'est vraiment quand on a besoin, on fait un petit atelier de réflexion, de discussion où on travaille ensemble sur un sujet. Mais on n'a pas hyper processé le truc, tu vois, alors que moi, c'était justement un peu mon passé, tu vois, de mettre des process organisés et tout. Ouais. Et justement, j'ai été un peu aussi confronté à ça, de dire, OK, là, on est dans l'entrepreneuriat, on n'est pas dans une grosse boîte du CAC 40, on n'est pas 50 000, on est 3-4, donc il faut hyper bien utiliser notre temps. Ouais. Donc, on ne va pas discuter si on n'a rien à se dire. Ouais. On a WhatsApp, et puis voilà, ça suffit, quoi. Ouais. Et justement, là, tu as commencé à l'aborder. Qu'est-ce que finalement, là, tu arrives dans un nouvel environnement, parce qu'avant, tu travaillais en entreprise, etc. Tu arrives dans un nouvel environnement avec un travail d'équipe qui est différent, des associés. Qu'est-ce que ça t'apprend, l'entrepreneuriat, à toi ? Ouais, qu'est-ce que ça m'apprend, l'entrepreneuriat, là-dessus ? Déjà, l'importance d'avoir une vision partager une vision commune pour s'assurer qu'on travaille tous dans la même direction. Ouais. Ensuite, le fait que... j'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te dise quoi faire. Fais-le, expérimente, teste. Tu n'as pas besoin de trop penser en amont. Bien sûr, faut penser à la stratégie, etc. Ça bouge pas, vraiment. Mais à chaque action, etc., en fait, essaye de la manière la plus simple possible, vois les résultats, prends le feedback et améliore-toi sur cette base-là. Tu vois ce qui marche, ce qui n'a pas marché, ce que tu aurais pu mieux faire. Et donc, c'est vraiment ça, c'est l'action. Tandis que quand j'étais en entreprise, tu vois, tu avais parfois le truc de « faut demander l'autorisation ». Il faut attendre la validation du N+1, qui veut la validation du N+2, qui va demander au conseil de machin. Et t'es immobile. Et donc, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans l'entrepreneuriat et qui m'a aussi un peu bousculé, c'est il faut bouger, quoi. Ouais. Il faut bouger, il faut faire, il faut apprendre tous les jours. Ouais. Voilà. Et là, dans l'entrepreneuriat, vous êtes 2 de la même famille, ton frère et toi-même. Comment réagit ton entourage ? Parce que pour une certaine génération, la génération, j'ai envie de dire, de nos parents, en vrai, pour eux, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément là où c'est le plus sécure. Peut-être que pour tes parents, c'était différent. Mais comment, du coup, eux, ils réagissent face à ça ? Ouais. Moi, à partir du moment où j'ai eu le diplôme, je pense que c'est bon. J'avais le ticket d'or. Je pouvais faire... Bon. J'avais le ticket d'or, tu vois. Ouais. Ils nous ont toujours fait hyper confiance. Dans le sens où ils se disent... Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font parce que déjà, on donne l'impression de savoir ce qu'on fait. On est hyper complémentaires. Tu vois, notamment avec mon frère. J'ai grandi avec lui. On a 1 an et demi d'écart. On a beaucoup de potes en commun. On est partis souvent en vacances ensemble. On se connaît par cœur. Donc, je pense pas que ça leur ait fait peur. Au contraire, ils ont dû se dire ça se voit qu'ils sont faits pour bosser ensemble, ils sont hyper complémentaires. Tu vois, je faisais mes devoirs petits, je les faisais avec lui. Donc en vrai, non, c'était naturel vraiment et ça les a pas choqués plus que ça. Et ensuite, sinon, t'avais les autres personnes de notre entourage. Pareil, ils posent des questions. Comment ça se passe ? Est-ce que ça a affecté votre relation ? Ça l'a juste prolongé. Ça l'a juste prolongé et ça tu vois, moi, je vois surtout ma petite sœur. Souvent, je me pose la question de
elle est comment au travail? Tu vois, c'est un peu comme si je la connaissais vraiment très bien parce que je l'ai vue grandir, mais que tu avais cette zone de flou de elle est comment au travail? Et en fait, avec mon frère, on a cassé ce flou-là, tu vois. Je sais comment il est au travail, tu vois, et je sais comment il est sous pression, et je sais comment il est. Donc, non, c'est trop cool. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant que tu es dedans, quand tu repenses aux jeunes que tu étais, et tout à l'heure, on a aussi parlé des réseaux sociaux qui donnent une image à certains jeunes aujourd'hui. Si tu pouvais donner un conseil à un jeune ou lui faire éviter une erreur, ça serait laquelle? Ouais, en vrai, tu vois, déjà, les jeunes, ils sont hyper malins en réalité. Hein. Ouais. En réalité, ils sont quand même hyper malins et ils se renseignent beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup de contenu maintenant qui est disponible. Ils arrivent à identifier quand un mec qui raconte du vent ou quoi. En réalité, je me fais plus de soucis pour, tu vois, des personnes qui sont pas nées dans le digital. Mais sinon, ouais, pour un jeune qui veut se lancer, en vrai, je vais lui donner un conseil, mais c'est un truc qu'ils suivent tous déjà, c'est faire. Ouais. C'est simple, faut faire. Apprendre, faire, se tromper, apprendre, faire. Et il n'y a que ça, en fait, qui fonctionne. C'est itérer. Et maintenant, avec toutes les technologies qu'on a, c'est beaucoup plus simple d'itérer, de se tromper, de construire, de se challenger, de réfléchir. Donc, ouais, il faut se former et faire. Avant, tu vois, on disait, ouais, il faut se former. Non. Oui, il faut apprendre et tout, mais il faut faire aussi en parallèle. Ouais, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs générations. Là, on a ceux qui sont nés dans le digital. Il y a nous qui ne sommes pas forcément nés dedans, mais nous l'avons découvert, tu vois. Mais il y a encore les parents avant qui ne l'avaient pas, qui l'ont vu, mais qui étaient déjà un petit peu perdus. Et en plus, maintenant, il y a l'IA. Ouais, carrément. Ouais, grosse révolution. Grosse révolution. Donc, il y a tous ces aspects qui permettent aux jeunes de peut-être être mieux guidés. Mais quelle est, toi, ta vision face à, justement, cette nouvelle technologie qui est l'IA? Ouais, très bonne question. Déjà, tu vois, c'est vrai que moi, j'ai fait juste avant l'opposition, il y a les jeunes et tout ça, mais moi, ChatGPT, la première personne qui m'en a parlé, c'est mon père, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est fou. Hein. Mais ouais, c'est mon père qui m'en a parlé en tout premier. Et sinon, l'IA, en vrai, ça te permet de construire beaucoup plus vite. Ça te permet de te challenger. Mais ça permet surtout de construire beaucoup plus vite, en tout cas dans le domaine des applications. Mais ça peut te permettre d'aller plus vite dans le mur, tu vois. Ouais, donc, tu as toujours en fait cette étape que je dis de stratégie et réflexion. Nous, on appelle ça la clarification. Pour nous, créer un projet, ça se passe en 4 étapes. On a les 4 C. Donc, c'est clarifier, plus important. Concevoir, donc tu conçois l'expérience, tu construis, et ensuite tu fais croître. Donc c'est en 4 étapes. Et si l'IA ne t'accompagne pas sur les 4, et que tu vois l'IA seulement pour le construire, bah tu vas construire très vite dans le mur. Et après, c'est ta capacité à est-ce que je continue de construire et j'essaye de faire croître en fonçant dans le mur, ou est-ce que je me dis j'ai peut-être besoin de reclarifier et de repartir par là où il faut commencer. Donc, non, l'IA, c'est vraiment génial pour faire de l'intelligence collective, entre guillemets, tu vois, réfléchir, se challenger et construire aussi. Et donc, ça facilite beaucoup de choses et ça enlève vraiment une grosse barrière pour se lancer. Et c'est trop bien, je suis content de vivre à cette époque en réalité, tu vois. Et là, tu as dit 2 choses que je trouve bien à mettre en parallèle. C'est le fait que il faut réitérer pour pouvoir arriver quelque part à un moment donné. Et il y a aussi le fait que tu peux aller droit dans le mur. Et ce que je me dis souvent, c'est à la limite, vaut mieux que le plus vite je tombe, le plus vite je me relève et le plus vite, du coup, je teste autre chose et peut-être le plus vite je trouve éventuellement une solution. Ouais, carrément. En fait, c'est ça, tu fonces dans le mur. Est-ce que tu t'enfonces bien la tête dans le mur ou est-ce que ta tête, elle rebondit et tu te dis, faut peut-être que j'aille dans l'autre sens, tu vois. Ou est-ce que tu te prends le mur et tu longes le mur tout le long. Ça dépend, tu vois. Ça dépend et ce qui compte, c'est juste qu'il ne faut pas rester dans le mur. Voilà. Magnifique. Effectivement, à un moment donné, si tu fonces droit dans le mur, vaut mieux que tu rebondisses pour que le plus vite que tu rebondis et moins tu t'enfonces,
plus vite tu peux aller voir ailleurs. Aujourd'hui, toi, t'es quel type d'entrepreneur? Quel type d'entrepreneur? Ouais. Waouh. Je pense que je préfère me prendre le mur, mais bien le sentir, pour bien comprendre pourquoi je suis allé dans ce mur. Mais hyper important de rebondir. Je me pose plein de questions, je regarde beaucoup ce qui se fait, notamment maintenant avec l'IA. Ouais. Donc essayer d'être à la fois dans le présent et dans le futur. C'est hyper compliqué, hein, mais tu vois, ça demande vraiment de dédoubler son cerveau, de se dire, OK, le monde va vers là, ou en tout cas, j'ai le sentiment que le monde va vers là, mais aujourd'hui, le monde a besoin de ça. Du coup, comment je réponds aux besoins d'aujourd'hui en construisant l'avenir et ce qui sera nécessaire plus tard. Donc, ouais, c'est beaucoup de casse-tête. Ouais. Et qu'est-ce que tu as voulu construire alors pour répondre à ces problématiques? Justement, nous, ce qu'on a identifié, c'est que, on en parlait, mais maintenant avec l'IA, c'est hyper simple de construire. Et donc, nous, on a envie d'accompagner les gens à le faire. Donc, jusque-là, ce qu'on faisait, c'était qu'on te développait ton application, tu avais un besoin, on te le développait. Maintenant, on veut aider les gens à ne pas aller dans le mur, en leur disant, voilà, nous, on sait très bien comment aller dans le mur, mais on va te montrer comment ne pas y aller, ou en tout cas, comment essayer d'éviter d'y aller. Donc, on va former pour t'apprendre, pas à faire une application, mais à faire ton application. Parce que tu as aussi ce sujet de je me forme, c'est hyper théorique. Ouais. Là, non, en fait, tu viens avec une idée où tu n'en as pas. Tu as une idée où tu n'en as pas. Et en fait, on va te montrer, tu vois, comme je disais, les 4 C, les 4 étapes pour lancer ton application. Et en fait, tu vas le faire à travers ton propre projet. Et c'est ça qui est essentiel, en fait, aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, comment ça se manifeste, tout ça? L'accompagnement que vous proposez, comment ça se manifeste? Globalement, comment ça se manifeste, j'entends à quoi ça ressemble concrètement. Ouais, en fait, pareil, on a les 4 étapes. Du coup, nous, on a structuré tous nos modules avec ces 4 étapes. D'accord. Donc, l'objectif pour toi, c'est de bénéficier du contenu qu'on a créé pour t'aider à le faire. Mais à chaque étape, en fait, tu as la possibilité d'échanger avec nous pour être challengé. Pour vérifier que tu vas dans la bonne direction. Moi, j'interviens sur la première étape et la dernière, donc clarifier et faire croître. Donc clarifier, je vais m'assurer que le problème que tu as choisi et auquel tu veux répondre, il soit pertinent. Est-ce que ton approche elle est validée? Est-ce que tu as bien dérisqué tout le projet? Est-ce que tu peux l'expliquer en 10 secondes? Et après, derrière, une fois que tu es passé avec Mehdi et Nicolas et donc que tu as conçu l'expérience et que tu as créé l'application, je t'apprends en fait comment la faire connaître pour très peu. Parce que c'est ce qu'on avait nous fait aussi avec notre application, réussir à avoir un maximum d'utilisateurs pour le moindre budget. Parce que c'est ça le sujet. Et ensuite, quand ça marche bien, qu'il y a l'attraction, là, tu peux décoller, mais il faut d'abord faire tourner, réussir à faire tourner ça par toi-même et ensuite, après, réussir à le décoller. Et ça passe par quoi, ça, l'aspect surtout croissance? Ça passe par quel canal? Quelle est ta méthode? Quels sont tes moyens que tu développes? Carrément. En réalité, si tu veux, pour faire connaître une app, il n'y a pas une méthode magique dans le sens où tu as des apps qui sont à destination des entreprises, tu as des apps qui sont à destination des personnes. Donc déjà, la première chose, c'est réfléchir où est-ce qu'il est, où est mon public. Comment je m'adresse à lui. La plupart du temps, quand même, ça passe par du contenu vidéo sur réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Moi, j'aime beaucoup TikTok parce que c'est vraiment l'algorithme, il favorise le contenu et pas le créateur. Dans le sens où sur Instagram, tu le vois, c'est hyper difficile quand tu pars de zéro. Tu es obligé de faire des partenariats, d'essayer de te faire connaître, de faire de la publicité. Sur TikTok, ton contenu, il est bon, il va être vu, on va le montrer à d'autres personnes
Et les gens s'abonnent hyper facilement quand il y a moins cette problématique de notoriété. C'est juste j'aime bien son contenu, j'aime bien son contenu, je le partage. Donc je trouve que pour lancer une app ou un projet, peu importe, pour le faire connaître, TikTok, vraiment, c'est génial là-dessus. Pourtant, au début, tu vois, j'étais un peu anti-TikTok. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Au début, c'était vraiment... Toi aussi, ouais, ouais, de fond. Ouais, tu vois, tu te disais un peu, ouais, c'est le truc où ils font leur danse, où ils font leur challenge. Exactement ça. Mais pareil, tu vois, entrepreneuriat, ça veut dire que tu regardes ce qui se passe. Tu peux avoir ton avis personnel, mais il faut regarder qu'est-ce que ça peut apporter. Si les gens sont dessus, c'est qu'il y a une raison. Et tu le vois maintenant, la plupart des boîtes, elles communiquent sur TikTok. En réalité, c'est même obligatoire. Ouais. Et ça passe par quoi, justement, cet accompagnement sur TikTok? C'est que vous faites les vidéos ou vous faites des partenariats avec des gens qui vont faire les vidéos pour les entreprises, ou c'est vous-même qui produisez tout ça? Ouais, nous, on est vraiment défenseurs de... il faut que tu saches le faire toi-même. Donc, on te donne les ingrédients d'une bonne vidéo pour la faire. Et on sait que de plus en plus, il y a des personnes qui n'aiment pas se montrer devant la caméra. Donc, on t'apprend, encore une fois, avec l'IA, à générer des vidéos. Donc, générer des vidéos virales avec l'IA. Donc, tu regardes maintenant, aujourd'hui... sur TikTok, j'ai pas les stats, mais une grande partie des vidéos, elles sont générées par IA. Et donc, on leur apprend en fait à prendre en main ces outils d'IA pour créer du contenu. Et t'as pas besoin en fait de te montrer, tu vois. Et ça, c'est un besoin qu'il y a quand même de la part de beaucoup de personnes. Donc, on arrive à l'adresser avec l'IA et ça, c'est cool. Et sinon, tu vois, les vidéos où tu es là, tu te présentes, tu parles de ton projet, etc. Ça marche vraiment très bien et c'est hyper authentique. Et donc, aussi là-dessus, on t'apprend, on te donne les ingrédients pour le faire. Par contre, nous, on ne veut pas trop se disperser, donc on ne crée pas le contenu vidéo. C'est pas, tu vois, c'est pas notre cœur de métier. On connaît des gens qui pourraient très bien le faire et on pourrait les recommander sans problème, mais c'est pas là vers quoi on veut aller. Ouais, c'est plutôt je crois que je l'avais inventé, ce concept, parce que je ne crois pas qu'il existe en anglais, mais je l'avais appelé « Learn to do it yourself ». Ouais. C'était un petit peu, c'était ça, c'était un do it yourself, mais apprendre à faire soi-même les choses, parce qu'en fait, il y a énormément de bénéfices à faire ça, à apprendre à faire soi-même, que ce soit en termes de temps, en termes de budget, etc. Ça, en fait, je pense même que ça change ta trajectoire, ça change ta vie. Je te parle de notre première application. Si on avait mis tous nos efforts à obtenir des fonds pour que quelqu'un nous fasse l'appli, on aurait débloqué peut-être une compétence qui est avoir des fonds. Elle peut être utile, tu vois. Mais on n'aurait pas non plus obtenu des millions, tu vois. Donc, on aurait une compétence, mais qui n'est pas... Ouais. Là, on a appris à faire une app de A à Z. Elle n'a pas marché comme on le voulait. Mais en fait, derrière, ça nous a permis de créer l'application, par exemple, du musée Grévin, de créer de l'application pour des entrepreneurs, d'apprendre aujourd'hui à des gens comment le faire de manière efficiente, tu vois, en quelques semaines. Donc, ça, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas essayé de le faire et si on ne s'était pas frotté à ça pendant plusieurs années, tu vois. Donc, quand tu fais, tu débloques des compétences et les compétences, elles te suivent toute ta vie. Exactement. Les fonds, tu les as, mais à un moment, tu les dépenses. Tu les as plus. Mais les compétences, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut apprendre à le faire. C'est essentiel. Et c'est fou parce que du coup, vous avez travaillé avec le musée Grévin quand même. Ouais, trop bien. Ouais, c'est trop dingue. cool. Ouais, non, trop fou. cool. On est hyper heureux là-dessus, tu vois. Tout le monde connaît, ou au moins a déjà vu les statues de cire, tu vois, des plus grandes stars. Et c'est trop bien parce que aujourd'hui, même que ce soit dans les institutions culturelles, elles aussi vont être impactées par l'IA et le sont déjà. Elles aussi ont un besoin de digitalisation. Elles doivent répondre aux enjeux, aux problèmes, aux attentes des nouveaux publics. Et les nouveaux publics, ils sont sur leur téléphone, même s'ils sont en face de la Joconde, tu vois.
Donc, n'importe quel musée doit avoir son outil digital. Et la plupart en ont, tu vois. Mais je pense qu'il faut vraiment aller plus loin là-dessus et utiliser ces nouvelles technologies pour parler au nouveau public. Et même, pas que au nouveau public. En réalité, tout le monde est un peu curieux de voir comment ça marche et de découvrir ces nouveaux usages. Ouais. Et là, on a parlé de la différente trajectoire qu'a pris votre projet entrepreneurial. Si on enlève justement certains de ces aspects que sont justement l'accompagnement, l'aspect IA derrière, développement, tout ce qui est, on va dire, superficiel, qu'est-ce qui reste de votre projet? Quelle est sa vision? Ouais. La vision, c'est de se dire, tu te lances, une personne qui veut se lancer, déjà on l'encourage à se lancer, on lui apprend à le faire, on transmet nos compétences et tous les chemins par là où on est passé, on t'aide à prendre les raccourcis. Donc c'est vraiment, en fait, si tu regardes notre première application, l'objectif c'était d'aider les gens à se réveiller le matin pour atteindre leurs objectifs, pour passer une bonne journée, etc. Ouais. En fait, on n'a jamais quitté ça. Parce que c'est aussi le reflet, le miroir de la relation que j'ai avec Mehdi et Nicolas. C'est qu'entre nous, on essaye de se tirer vers le haut. Ouais. Et notre application, c'était pareil. Quand on travaille avec des clients, on veut faire en sorte que leur projet, ça soit un succès. Donc, on essaye de les faire tendre vers leurs objectifs. Là, quand on t'aide et quand on t'accompagne à créer ton application, c'est pareil. On veut que tu atteignes ton objectif. On est là pour t'accompagner, te former. Donc, en fait, c'est ça l'ADN de la marque. Je ne parle même pas de vision, je parle carrément d'ADN, puisque c'est un sujet que tu connais bien en plus. Mais c'est ça l'essence même, c'est aider chaque personne à aller plus loin et à accomplir sa vision. Ouais. Et c'est quoi alors votre vision après pour vos ambitions avec, parce qu'on n'a pas encore dit le nom finalement de tout ça. Carrément. C'est quoi le nom de tout ça? Ouais. Nous, on s'appelle du coup Label App. Donc le nom il est volontairement choisi puisqu'on se dit belle app, mais est-ce qu'on a besoin vraiment qu'elle soit belle? En réalité, nous on a identifié 5 composantes sur une application qui marche, et donc une application, pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit bénéfique, donc elle apporte quelque chose à l'utilisateur, faut qu'elle soit esthétique, donc visuellement il faut qu'elle puisse plaire, faut qu'elle soit limpide, que tu comprennes très vite à quoi elle sert. Faut qu'elle soit pensée sur le long terme, donc faut qu'elle soit solide techniquement, et faut qu'elle soit engageante. Voilà, faut que ça te donne envie de revenir. Et donc ça fait un acronyme qui est BELL. Donc en fait, c'est pas belle, jolie, c'est vraiment ces 5 composantes qui pour nous sont vraiment essentielles. Donc ouais, on s'appelle Label App, et tu as aussi le jeu de mots avec label, et donc label, formation, apprendre, etc. Ouais. Super. Et là, vers où vous voulez aller avec Label App alors? Ouais, justement, nous, comme je disais, aujourd'hui, on veut rendre la création d'applications mobiles accessible. Donc, à la fois, si tu as envie d'apprendre à le faire, mais aussi si tu veux le déléguer. Parce qu'aujourd'hui, nous, on peut créer une application mobile très vite parce qu'on sait vraiment parfaitement utiliser les derniers outils qui existent. Et on veut redonner un peu de la noblesse au sens d'agence, de partenaire, parce qu'il a été quand même pas mal sali, tu vois. Des personnes qui te facturent une app 20, 30 000 euros et qui derrière vont faire travailler des personnes en Inde, en Europe de l'Est ou peu importe. Nous, on ne se reconnaissait pas trop dans ce modèle-là. On préfère faire nous-mêmes, on préfère t'apprendre à le faire. Donc ouais, on est vraiment en train d'essayer de casser cette barrière tech, de mettre fin un peu à tous ces trucs-là et de montrer que c'est hyper accessible, et encore plus maintenant. Donc ouais, on est vraiment là pour mettre aucune barrière sur le fait de se lancer et de démocratiser finalement ce savoir, cette partie qui est souvent un petit peu dans l'ombre. Quand on se dit que c'est surtout pour les autres, le développement d'une app, il faut investir sur les gens qui vont ensuite le faire pour nous. Mais là, en fait,
investir sur soi pour acquérir ses compétences et aller plus loin. C'est ça, carrément. En fait, tu vas développer la compétence de savoir faire une appli et en plus, tu vas faire ta propre appli. Donc, tu es 2 fois gagnant. Tu as la compétence plus le produit à la fin. Et en fait, on ne veut pas que les gens aient de regrets de ne pas s'être lancés, de se dire que c'était trop compliqué, de se dire « Ah, mais j'aurais dû le faire ». Là, en fait, on t'accompagne de A à Z parce qu'en fait, on est passé par là. Il y a une différence entre créer une application et créer une entreprise qui va vendre une application. Il y a beaucoup de personnes qui codent des apps dans leur coin. Nous, on en a vraiment fait une entreprise. Donc, on est allé chercher des fonds, des partenaires. On a créé du contenu pour la faire connaître. On a réfléchi plusieurs fois sur le business model. On a réfléchi au prix. On a essayé d'analyser. On a analysé les données, comment les gens utilisent, pourquoi, comment on peut faire en sorte que ça leur plaise encore plus. On est allé dans la rue, faire des interviews, des micro-trottoirs, demander aux gens ce qu'ils en pensent. Enfin, tu vois, c'est pas juste on a créé le truc dans notre coin derrière notre bureau. Ça va plus loin que ça, en fait, quand tu portes un projet. C'est pas juste l'app dans ton téléphone, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Totalement. Et voilà. OK. Et donc, tout cet accompagnement que vous faites, finalement, vous êtes presque... Est-ce que vous vous considérez comme un centre de formation, une école ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est une très bonne question. L'école ou les centres de formation, ça va t'aider à développer des compétences. Ça, c'est indéniable. Hein. En vrai, on peut dire l'école, ça sert à rien ou autre. Moi, j'évite absolument de tomber dans les discours clichés comme ça. L'école, ça te permet de développer des compétences, d'en apprendre plus sur toi. Par contre, ça ne t'aide pas à développer ton projet personnel à toi. Et c'est un peu ce qui manque. Et c'est un peu ce que les gens attendent aujourd'hui. Donc, on va dans le prolongement de ça. T'apprends pour toi. Et donc, non, je ne m'identifie pas forcément à une école ou un centre de formation, même si pour moi, c'est des choses ou des parcours qui sont quand même assez utiles. Mais non, on est complètement différent d'une école ou d'un centre de formation. Je ne pourrais pas donner de nom pour l'instant, tu vois. Et m'est revenu là. Pendant que tu parlais, c'est finalement quand vous avez développé tout ça, il y a tout un chemin qui s'est fait. Quel a été pour vous le plus gros challenge que vous avez eu à relever? Le plus gros challenge qu'on a eu à relever? Il y en a tout le temps des challenges. Ouais. Il y en a tout le temps des challenges. Je pense que le premier challenge, c'est quand on avait demandé une subvention. Ouais. On avait demandé une subvention et en fait, si tu veux, c'est très simple. Hein, on a parfois l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un peu freestyle, mais en réalité, dès le moment où tu veux un peu jouer le jeu de subvention, investissement, etc., en vrai, c'est très cadré et ça ressemble vraiment à une entreprise. Une subvention, on te la donne si tu coches des cases. C'est très simple. Et nous, on ne cochait pas toutes les cases. Je vais parler du projet surtout, mais tu vois, c'était un projet pour le grand public. Eux, ils préfèrent quand tu vends à des entreprises. C'était une application mobile. Certes, il n'y avait pas d'application mobile comme ça qui existait, mais c'était une époque où ils étaient plutôt en train de subventionner des projets très technologiques, où il y a vraiment une grosse innovation, type tout ce qui était blockchain. C'était aussi un peu les débuts de l'IA. Donc, dès que tu n'avais pas trop ces mots-clés, tu savais que tu n'avais presque aucune chance d'avoir la subvention. Et c'était une subvention auprès de la BPI, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une subvention auprès de la BPI. Donc, nous, on a fait le premier rendez-vous. Ils nous ont dit non. Et en fait, nous, on s'est dit, mais comment ça, non? Vous allez nous passer l'argent, d'accord. En fait, on a un plan, là. On a un plan. Et dans ce plan, il y a le fait d'avoir cette subvention pour pouvoir commencer et bien se lancer. Donc en fait non, tu vois, encore une fois, j'ai le côté où j'ai ma stratégie, mais j'ai aussi le côté où je fonce. Donc en fait, on a entendu le non, mais on a dit non au non. Non. Et du coup, on a pu l'avoir, tu vois. Ok. Et derrière, ça nous a permis d'avoir un alternant avec lequel on a pu avancer sur l'application.
Ensuite, il a travaillé avec nous en freelance. On lui a appris à créer sa boîte, etc. Et derrière, maintenant, il travaille dans une entreprise où il crée des applications mobiles et c'est génial, tu vois. Il a pu développer des compétences et ensuite pouvoir créer son propre parcours. Donc, en réalité, ce que ça m'a appris, c'est il faut aller chercher le oui. Ouais. Il faut aller chercher le oui. On te le donnera jamais comme ça. Mais j'ai envie de te dire que c'est pas nécessairement l'entrepreneuriat qui m'a appris ça, tu vois. Ouais. C'est vraiment, ça a toujours été comme ça. On va toujours te dire non par facilité. Et c'est à toi de faire comprendre que c'est pas qu'il faut me dire oui, c'est qu'il faut pas me dire non, tu vois. Non, on va y aller. Je comprends le non, mais je vais démonter chaque truc un par un, tu vois. Et je vais t'apporter des trucs en plus pour que tu comprennes qu'il faut me dire oui. Ouais. Voilà. Et on va ouvrir cette porte que tu as entrouverte, qui est que tu as eu certaines valeurs, certains principes, un certain état d'esprit qui était là aussi avant l'entrepreneuriat. Alors, d'où ça vient tout ça ? Je pense que ça vient de mes parents. C'est pas possible autrement parce que ça a toujours été là et ça a vraiment été des exemples là-dessus. Mais j'ai toujours aussi eu cette volonté de sortir de ma zone de confort, me challenger. Pour te dire, après le bac, j'avais les choix entre plusieurs écoles. Tu vois, tu avais un peu l'équivalent de Parcoursup aujourd'hui où tu fais tes vœux, etc. Ouais. Et moi, j'avais coché des classes préparatoires sur Paris et d'autres qui étaient plutôt dans ma région. Mes parents, ça les arrangeait que je reste plutôt dans le coin. Ouais. Et moi, je voulais aller sur Paris, me challenger, et même à Versailles. Et donc, j'avais mis mes vœux et j'avais mis vers la fin une classe préparatoire à Versailles en internat. Et eux, ils me disaient j'espère que tu n'auras pas l'internat, on veut que tu restes ici et tout. Je lui ai dit mais c'est un de mes vœux vers la fin, tu vois. Et un peu avant la fin des admissions, je me suis dit non, en vrai, si je vais en classe prépa, il faut que je sois dans un état d'esprit où je suis focus. Je vis sur les cours, je fais que ça, limite. Il faut que je sois en internat. J'ai changé l'ordre des vœux. J'aurais jamais dit, tu vois, jamais dit. J'ai mis Versailles en premier dans l'internat, tu vois, et c'est ce que j'ai fait. Excellent. Donc en fait, il y a toujours eu ce truc de j'ai envie de me dépasser, quitte à me mettre dans des conditions extrêmes, entre guillemets, tu vois. Alors, conditions extrêmes, on se comprend, tu vois, mais sortir de la zone de confort. Et comment tu te sens alors, une fois tu ouvres cette porte où tu mets un pas vers un autre univers, vers une autre zone, pour étendre justement ta zone de confort en sortant de celle précédente. Comment tu te sens ? Ouais, j'arrive dans un nouvel endroit, je ne suis qu'un aspirateur. Je m'imprègne de tout ce qu'il y a, j'essaye de tout comprendre. Et par contre, après, je fais le tri. Je fais le tri. C'est pas parce que je vais comprendre, découvrir, etc., que je change complètement. Non, je reste moi, tu vois. Mais il y a des nouvelles composantes. Il y a des nouvelles personnes. Il y a des nouvelles histoires. Il y a des nouvelles manières de penser. Donc, je confronte ma réalité à leur réalité et j'adapte ma réalité par rapport à ça parce que j'ai pas la science infuse, tu vois. En vrai, j'ai 28 ans. Et avant, j'en avais encore moins. Donc, je me suis aussi construit avec... toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des personnes plus jeunes ou moins jeunes, des personnes moins avancées que moi dans l'entrepreneuriat ou plus avancées que moi, ou dans les études, ou peu importe, ou même avec tout le monde. Moi, je parle vraiment avec tout le monde. Même. C'est comme ça que je me construis, tu vois, en confrontant ma réalité à celle des autres. Et c'est jamais en me comparant ou en essayant de me rassurer ou en étant hyper fermé, ni en étant hyper ouvert non plus, tu vois. Je garde mon ADN, mais j'essaye quand même aussi d'essayer de comprendre et de me challenger pour m'améliorer. Et en t'entendant, j'ai presque la réponse à la question que je vais te poser, mais j'ai quand même envie de te la poser. C'est, quelle est pour toi la plus grande qualité que tu as qui est absolument nécessaire dans ce que tu fais? La plus grande qualité ?
J'ai envie de dire, t'as la réponse. Moi, je l'ai pas. Hein. La plus grande qualité qui est essentielle. Tu peux te mettre sur la piste. Si tu veux. Mais je pense que c'est le fait de... En réalité, c'est l'ouverture dans le sens comprendre l'autre, me comprendre moi, et trouver un terrain d'entente. Mais ouais, c'est vraiment l'ouverture. Ouais. Là-dessus, je dirais. Ouais. C'était quoi C'était ça. Ah, ouais, c'était cette ouverture d'esprit, savoir recevoir les informations venant de toutes parts et pouvoir ensuite les intégrer pour se réadapter, finalement. Je suis une IA, en fait. Ouais, finalement. En vrai, je te l'avais pas dit. Au vu de cette qualité, de cette capacité de te réadapter constamment face à ce que tu vas recevoir, les informations que tu vas recevoir, la vision que tu vas avoir et la vision que les autres vont avoir aussi. Déjà, une question pour commencer avant d'aller sur la suivante, c'est quelle est l'image que les gens peuvent avoir de toi aujourd'hui? Aucune idée. Ouais. Ouais, aucune idée. Non, j'en ai vraiment aucune idée là-dessus. Entre ton frère et toi, par exemple, quand vous parlez, quand vous discutez, ou même avec ton ami, quelle est l'image, tu penses, qu'eux, ils ont de toi? Je pense que... Mais après, c'est très biaisé par rapport à mon rôle, tu vois. Sûr. Mais Bien sûr. ils se disent qu'il a la vision, quoi, tu vois. Ouais. Il a la vision, il arrive à composer avec l'incertitude pour essayer de créer des certitudes. Ouais, je pense que c'est ce truc-là, tu vois. Mais et après, sinon, j'espère qu'ils me font confiance. Non, j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais ouais, je pense assez, tu vois, stable, assez stable, qui réfléchit beaucoup et qui essaye de se projeter. Ouais, je pense que c'est un peu ça, quoi. Et à un moment donné, avec toute cette équipe, est-ce que vous avez peur parfois que ça marche pas, ce que vous faites? Ouais. J'ai envie de te dire, c'est une possibilité. Maintenant, on a confiance en nous, notre capacité à rebondir aussi, donc on s'inquiète pas trop là-dessus. Ouais. On essaye de faire en sorte que ça fonctionne et on essaye d'anticiper qu'est-ce qui va faire que ça ne pourrait pas marcher pour justement faire en sorte que ça marche. Donc, tu vois, l'échec, c'est pas le mot interdit. Ouais. Comme je t'ai dit, on se fait de temps en temps un point où on discute un peu situation perso, crainte, ambition. Et en fait, les mots échec ou les mots ça va pas marcher ou les mots qu'est-ce qu'on va faire maintenant ou qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire, on se le dit. Et donc, en fait, ça fait que l'échec, c'est pas un truc qui va nous tomber dessus du jour au lendemain. Ouais. C'est, on sait que ça peut arriver, mais maintenant, on essaye de faire en sorte que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il faut pas le voir comme un gros mot, mais vraiment comme un peu la menace qui pèse et qui peut toujours peser, parce que même si tu es un entrepreneur à succès énorme, tu as des boîtes géantes qui ont coulé parce qu'elles ne se sont pas adaptées ou parce qu'elles n'ont pas pris le bon virage ou parce qu'elles ont eu des pratiques qui étaient illégales et du coup, elles se sont fait liquider. Donc, en fait, n'importe qui, du jour au lendemain, peut tout perdre. Ouais. Et c'est quand tu as conscience de ça que tu essayes de protéger les actifs stratégiques. Et aujourd'hui, les actifs stratégiques, c'est nous trois. Et donc, il faut prendre soin de nous, de la relation, la complémentarité. Donc ouais. Et tu as dit une phrase importante, je trouve, c'est que tu peux tout perdre assez rapidement. Assez facilement aussi. Mais ma question, c'est, toi, qu'est-ce que tu as à gagner dans ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as à gagner? Un alignement avec toi-même. Tu te lèves le matin et tu n'es pas en train de te dire pourquoi je n'ai pas fait ça, ou pourquoi je ne suis pas en train de faire ça, ou pourquoi je veux... dans ce travail, ou non, en fait, c'est vraiment cet alignement de dire je suis pas là où je veux être,
mais sur le chemin de là où je veux être. Ouais, je pense que c'est ça, en fait, qui est essentiel. Et pour le coup, tu vois, notre application, la première, elle s'appelait Way Up. Donc, Way, c'est le chemin. Et Up, s'améliorer, augmenter. Donc, en fait, c'est ça qui est essentiel. C'est est-ce que tu es sur le chemin ou est-ce que tu t'es perdu et tu n'es plus dans le bon chemin, tu n'es plus dans ton chemin. Donc, c'est ça que tu as à gagner. D'être dans un chemin qui va vers là où tu veux être, vers la personne que tu veux devenir. Et c'est vraiment plus confortable moralement et mentalement. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu revois le petit Bilal, tu penses qu'il te dirait quoi en voyant l'homme que tu es aujourd'hui? Il me dirait quoi? Ouais. Il me dirait... pas mal. Tout s'est pas passé comme prévu, mais continue. Y a peut-être un truc à côté de quoi t'es passé. Je pense pas qu'il le dirait comme ça, tu vois. Mais il me dirait, en gros, continue de foncer et continue de t'adapter, de te remettre en question. Tu le sais que t'es pas le meilleur, mais essaye de t'entourer, d'apprendre de personnes qui sont meilleures que toi. Et fais, fonce. Mais toujours avec un plan en tête et en essayant de limiter les risques. Ouais, je pense qu'il me dirait ça. Ouais. Et toi, tu lui dirais quoi? Moi, je lui dirais, c'est bien de foncer, c'est bien de faire des plans. Pense aussi à t'entourer. Pense aussi à t'entourer et je lui dirais ça. Je lui dirais vraiment cultive la complémentarité que tu peux avoir avec d'autres personnes et essaye de parler à tout le monde. Essaye de parler avec tout le monde et de continuer de grandir comme ça. Comme ça, il sera encore plus à l'aise, tu vois, aller parler à vraiment n'importe qui. Ouais, magnifique. T'as fait un chemin. T'as fait un chemin qui... t'as dit que t'as tenu des mots forts tout à l'heure qui étaient « Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais t'es bien. T'es sur le bon chemin. » En parlant de chemin, il y a des gens qui viennent vous voir pour justement créer leur chemin, pour pouvoir se mettre vers un chemin, sur un chemin qu'ils ont en tête, vers une destination qu'ils ont en tête. Quelles sont les erreurs auxquelles vous faites face quand quelqu'un vient vous voir? Il y a plusieurs types de personnes qui viennent nous voir ou même qu'on rencontre. T'en as qui viennent nous voir et qui n'ont pas fait confiance aux bonnes personnes, qui se sont fait arnaquer. C'est malheureux, mais tu as des personnes qui ont mis beaucoup d'argent pour construire une application mobile et derrière, elle ne marche même pas. Tu as choisi l'option la moins chère, mais du coup, tu as le résultat qui va avec. C'est triste. Tu as des personnes qui se concentrent sur le fait de lancer le produit. Mais un produit, il faut le penser avant. C'est ce qu'on a dit, hein, tu vois. Mais faire dans son coin, sans parler de ton idée, dire que je vais pas parler de mon idée, ou alors si j'en parle, il faut qu'on signe un document. Ton idée, tout le monde l'a déjà eu, c'est juste ta capacité à le faire qui va faire la différence. Donc, il faut en parler, il faut la challenger, il faut la confronter. Maintenant, tu peux en parler avec l'IA, donc c'est bien aussi, tu vois. Mais encore une fois, l'IA, si elle sait te répondre, c'est que derrière, c'est pas non plus hyper révolutionnaire ce que tu as. En réalité, t'as un peu ça comme problème. T'as des gens qui savent pas par où commencer. T'as des gens qui ont très peu de budget. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a essayé de développer cette offre où on t'apprend à le faire plutôt que nous le faire. Forcément, t'apprendre, ça nous coûte moins cher que le faire. Donc, t'as aussi ces personnes-là. Et t'as aussi ceux qui travaillent sur les faux problèmes du type pendant 6 mois, je cherche un cofondateur. En fait, il va venir en chemin. C'est pareil, un cofondateur, il faut le convaincre que ton projet, ta vision, elle va lui donner envie. Et pour ça, il faut faire. Si pendant 6 mois, tu cherches quelqu'un, faut se poser des questions. Faut se poser des questions, tu vois. Faut se poser des questions. Donc ouais, c'est un peu ça
les principales erreurs. Travailler sur les faux problèmes, s'isoler, vouloir garder son idée pour soi, ne pas avoir fait confiance aux bons partenaires. Mais encore une fois, là-dessus, on ne peut pas toujours leur en vouloir. Bon, parfois, les signaux, ils étaient évidents, c'était flagrant, mais il y a d'autres fois où tu débutes, tu as fait confiance et tu apprends aussi comme ça. Tu vois. Ouais. Et quand ils viennent vers vous, vous les aidez, vous les mettez peut-être sur le droit chemin. Comment ils sont quand ils repartent ? Ouais, en réalité, tu vois, nous, quand ils viennent nous voir, moi, j'essaie toujours de comprendre, encore une fois, où est-ce qu'ils en sont. Ouais. J'explique ce qu'on fait. Et naturellement, s'il doit y avoir une connexion, ça va se faire. Et pour moi, c'est ça la vente, en fait. C'est comprendre un besoin, expliquer ce qu'on fait. Et en fait, d'elle-même, la personne va se dire, ouais, c'est ce qu'il me faut. Donc, une fois qu'on travaille avec des personnes, on a un témoignage sur une app qu'on a faite. Ouais. Et le fondateur a dit, ils m'ont pas aidé à lancer mon application, ils m'ont aidé à lancer mon entreprise. C'était un truc à peu près comme ça, vous pouvez le retrouver sur le site. Mais en gros, c'est exactement ça en fait. On fait pas juste le produit, on pense à l'ensemble du processus, l'ensemble du chemin. Tu vois, le chemin, ça commence par un C, tu vois, les 4 C. T'as vraiment... on t'aide aussi à clarifier ton idée. Même si tu en as déjà une, tu as toujours besoin de quelqu'un pour la confronter. On t'aide à concevoir l'expérience, comment tu vas monétiser, à quoi ça va ressembler, c'est quoi le parcours de quelqu'un qui arrive sur l'appli, qu'est-ce qui fait qu'il aura envie de revenir. On t'aide à la coder, donc, ou on le fait, ça dépend encore une fois. Donc à donner vie au projet, au produit, le tester, le maintenir, faire en sorte que ce soit solide, que ça marche, et ensuite le faire connaître. Faire connaître et grandir. Donc, on n'est pas juste dans l'exécution, on est dans la réflexion. Et donc, c'est pour ça qu'on ne considère pas vraiment qu'on est une agence, mais vraiment un partenaire. Le partenaire de ton succès, tu vois. Parce que c'est la manière dont on travaille avec les gens, c'est qu'on les embarque pour les faire grandir. Et on sait que si on les fait grandir, nous aussi, ça va nous faire grandir. Carrément. Est-ce que tu penses qu'être entrepreneur, ça te pousse quand même à jouer un certain rôle et à avoir une certaine façade ? Alors, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le fait d'être entrepreneur. En fait, c'est toujours pareil, quel que soit ton métier, ou tu as des informations. Tu as des informations. Il faut les donner de la bonne manière, aux bonnes personnes, au bon moment. Tes clients, par exemple, ils n'ont pas besoin d'avoir les mêmes informations que, je ne sais pas, des investisseurs ou que d'autres entrepreneurs. Je pense qu'il faut rester cohérent. Donc, ce n'est pas une façade, mais c'est vraiment, tu représentes ton entreprise, donc toi aussi, mais il faut donner les bonnes informations aux bonnes personnes pour qu'elles prennent les bonnes décisions. Et donc oui, quand je vais à un endroit, quand je parle du projet, oui, je parle de moi, mais je suis aussi en train de porter mon équipe avec moi, tu vois, je suis un peu le représentant de tout ça. Donc il faut composer avec. Donc oui, forcément, tu es dans un rôle, mais c'est dans ta mission. Et il faut communiquer les valeurs de ton entreprise, mais qui sont aussi les tiennes, en tout cas, on l'espère. Donc, c'est hyper important d'avoir cette cohérence, bien que tu ne t'adresses pas à chacun de la même manière. C'est évident. Là encore, une fois, c'est toujours la transmission, parce que finalement, c'est aussi le maître mot de ce que vous faites. Vous voulez transmettre. Est-ce que cette transmission, elle est rendue plus facile parce qu'il y a de la technologie, ou c'est pas parce que est-ce que c'est justement cette technologie vient complexifier quand même les choses ? Justement, donc on te transmet des compétences, notamment sur la technologie, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, même si ça l'est de plus en plus.
il faut quand même être accompagné pour prendre ça en main. La technologie elle-même t'aide à apprendre à tout le monde parce que forcément, tu peux avoir accès et transmettre de l'information à tout le monde. Tu vois, tu fais une vidéo, tu la mets sur les réseaux sociaux, il y a de la technologie derrière. Ouais. Et tu peux enseigner, transmettre à tout le monde. Maintenant, c'est quelque chose que nous, on faisait avant qu'il y ait tout ça, tu vois. Donc, non, je pense que ouais, la technologie, c'est à la fois ce sur quoi on forme, mais c'est à la fois l'outil qu'on utilise pour former. C'est fantastique. La boucle est bouclée, c'est ça, finalement. C'est le serpent qui se mord la queue, tu vois, tous les trucs comme ça. Ouais. Beau cercle vertueux, finalement. C'est ça, ouais. On va faire une compète. Allez, est-ce qu'il y a une autre expression? Non, j'ai pas, là, tu vois. Quand on regarde ton parcours, il y a quand même plusieurs phases. Quand on regarde ton entreprise, il y a aussi plusieurs aspects. Il y a plusieurs étapes de l'accompagnement, mais aussi de la compréhension du projet qui va venir à toi. Et ce que moi, j'ai essayé de comprendre aujourd'hui, et c'est ce qu'on a essayé de comprendre aussi au travers de notre discussion, c'est l'humain en face de moi. On a entendu une partie de ton histoire. Si tu pouvais disséquer ton histoire en plusieurs étapes, tout comme finalement vous avez disséqué votre méthode d'apprentissage, comment tu disséquerais cette histoire? Quels seraient les grands chapitres de ton histoire? Quels seraient les grands chapitres de mon histoire? Je pense que c'est vraiment des itérations. C'est vraiment des itérations. À chaque fois, tu as une envie, tu as un besoin. Tu essayes de voir comment tu pourrais l'atteindre, comment tu pourrais répondre à tes besoins, atteindre tes objectifs. Ensuite, tu le fais. Et ensuite, tu fais encore plus. Et en faisant encore plus, il y a des nouvelles questions qui se posent. Donc, en fait, c'est même les 4 étapes que nous, on a pour faire une application, tu vois. C'est d'abord, tu clarifies un peu où tu veux aller. Ensuite, tu conçois, donc tu vas essayer de répondre à ces besoins-là avec ton expérience. Donc, tu fais un peu ton plan. Ensuite, tu construis, tu fais. Et ensuite, tu crois, tu accélères et ça te repose des questions et tu reviens au premier essai. Là, je dirais qu'en ce moment, on est sur le croître, je dirais. On est sur le croître parce qu'on a trouvé ce qu'on veut faire. On sait pourquoi c'est pertinent. On sait comment on veut le faire. On l'a mis en place. On est en train de finaliser. On l'a mis en place. Et là, on veut le faire grandir. Ouais. Et en le faisant grandir, on va se poser des nouvelles questions et il faudra reclarifier c'est quoi l'étape d'après. Donc, ouais, je dirais qu'on est sur le croître en ce moment. Ouais. Et tu penses être aligné, toi, dans ton évolution par rapport à l'entreprise? Toujours sur le chemin. Ouais. Toujours sur le chemin, ouais. Sinon, je me demanderais comment y retourner. Mais ouais, toujours sur le chemin. Ouais. Merci beaucoup, Bilal, pour cet entretien. C'était un plaisir de justement discuter avec toi, voir un petit peu ce qui était derrière l'entrepreneur en face de moi et aussi comprendre finalement tout ce que tu construis autour de toi et ce pourquoi tu le construis. Merci à toi. Et c'est vrai que entrepreneur, tu vois, c'est un métier un peu spécial. C'est toujours un peu flou et c'est hyper complexe à expliquer. En général, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, entrepreneur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, les tâches, les missions, les problèmes. C'est très vaste. C'est très vaste. Et donc, c'était aussi un bon exercice pour moi de réussir à simplifier et expliquer ça. J'espère que j'ai réussi à le faire. Avec succès. J'espère bien. Merci beaucoup, Bilal. Merci à toi. On attaque sur le clap de la fin ensemble. Vas-y, on va réussir à mieux le faire celui-ci. À mieux le faire? Ok. 1, 2, 3. Pas mal. 1, 2, 3. Mieux. Ok, j'aime bien. Je m'améliore, tu vois. Ouais, je vois ça. Ça fait partie du process. Magnifique.